Bonjour. Donc, on va aborder avec vous un cours sur la biologie des organismes végétaux et spécialement un cours sur la structure de l'appareil végétatif et reproducteur des talophytes. Bon. Les sciences qui s'intéressent aux algues et champignons sont la phycologie et la mycologie, et l'objet de ces sciences est l'étude des algues pour la phycologie et l'étude des mycètes ou champignons pour la mycologie. Ces organismes donc, sont des talophytes. Les algues sont très variées, représentées par des organismes microscopiques, soit flottants en suspension dans l'eau, soit par des organismes macroscopiques souvent fixés qui composent le phytobenthos. Les organismes microscopiques forment ce qu'on appelle le phytoplancton. Et ces algues sont soit en épilite, concernant le phytobenthos, ils sont soit des épilites, c'est-à-dire des algues fixées sur le rocher, ou des épiphytes lorsqu'ils sont fixés sur une autre algue, ou épizoïques lorsqu'ils sont fixés sur un animal. D'autre part, les talophytes sont constitués aussi par les champignons, qui sont classés parmi le règne des fungi. Donc un règne à part que celui des plantas auxquels appartiennent les algues. Ces champignons sont souvent microscopiques et macroscopiques, composant à la fois les fructifications des ascomycètes et des basiliomycètes. Les algues et les champignons ont le type de croissance le plus dominant est la croissance apicale ou intercalaire grâce au fonctionnement d'une cellule initiale. La croissance, elle est parfois de type diffuse, tricotalique ou marginale. Chez le champignon, la croissance dominante également est la croissance apicale où les filaments et les hyphes divergent et se ramifient pour former un front de croissance apicale. Par contre, elle est non polarisée ou diffuse chez les organismes unicellulaires. Dans cette figure, vous avez la représentation des modalités de croissance en longueur chez les algues. Donc, en A, la croissance elle est diffuse. En B, vous avez la croissance intercalaire où la cellule initiale elle est localisée le long du filament et la croissance apicale est la plus répandue dans laquelle vous pouvez observer les cellules initiales localisées au sommet des filaments. Alors parfois, il y a une modification de type de croissance. On peut trouver une croissance de type tricotalique. Et dans ce cas, la cellule initiale responsable de la croissance donne des poils vers le haut et des cellules normales vers le bas. Et concernant la croissance marginale, c'est une croissance un peu particulière puisque le thalle prend un aspect, lorsque les cellules se divisent, les cellules initiales je veux dire, lorsqu'ils se divisent, ils donnent un thalle à aspect en éventail, comme sur la figure. Alors concernant les champignons, donc les hyphes, lorsqu'ils s'allongent à partir de l'apex, vont constituer un organisme, comme j'ai déjà dit, un front de croissance apicale et circulaire. Alors les filaments, qui sont loin de l'apex, vont s'anastomoser, surtout ici au niveau du centre, et pour assurer la conservation de l'entité organique du champignon ou de l'individu. Alors je vais parler premièrement des algues, de leur structure. Ensuite, je vais aborder les champignons et leur structure. Et finalement, je vais grouper donc la reproduction qui est très identique entre champignons et algues en un seul paragraphe. Alors, les algues sont à la fois des organismes eucaryotes et parfois ils sont prokaryotes.
Leur habitat propice est l'eau, mais on peut les trouver dans un milieu terrestre également. Et ils vont être très diversifiés au niveau de leur taille. Ils varient entre le micromètre et quelques dizaines de mètres. Leur structure, elle est soit unicellulaire, soit coloniale, c'est-à-dire composée de plusieurs cellules formant une colonie, où on va trouver des appareils végétatifs de type archétal, prototal et cladotal. Et au niveau des plastes, qui composent les algues, sont à la fois, donc on peut trouver des algues, des plastes, soit focaux, soit pariétaux, et ils sont soit de type archéoplastidier, myoplastidier et néoplastidier. Ensuite, je vais détailler ce que ça veut dire ces mots. Et ces plastes sont souvent constituées de pigments et qui donnent la couleur des algues à l'origine de la classification des algues, surtout procaryotes. Donc les algues présentent une très grande diversité de formes et de structures, allant donc, comme j'ai dit, de type unicellulaire microscopique aux formes les plus pluricellulaires macroscopiques pouvant atteindre des tailles très importantes de l'ordre de 75 mètres en longueur. Et la plupart d'entre eux vivent au milieu aquatique, bien qu'on va rencontrer certains au milieu terrestre et souvent dans des milieux humides, soit sur les sols, les rochers, les arbres, la terre et même au niveau de la neige. Or là, la classification des algues en groupe, elle est très contradictoire, et on trouve plusieurs classifications, et nous on va adopter surtout celle des trois phylums, ce qu'on appelle les rhodophytes, les chromophytes et les chlorophytes, qui vont composer ce qu'on appelle les algues eucaryotes, principalement. Exceptionnellement, on va trouver ce qu'on appelle, sur ce tableau, ce sont des cyanobactéries, mais on peut les appeler des cyanophytes ou des algues bleues. Bon. Alors, la classification, principalement, se base sur le type de pigment, surtout au niveau de la chlorophylle. On va trouver de la chlorophylle A chez toutes les algues, avec la chlorophylle B chez les algues vertes, les chlorophytes, la chlorophylle C chez les chromophytes ou les algues brunes, ou ce qu'on appelle aussi les phéophytes, et la chlorophylle D chez les algues rouges. Et au niveau des caroténoïdes, ils ont tous de la bêta-carotène, alors que les rhodophytes ont en plus, et les chlorophytes, ils ont en plus de la chlorophylle A, des carotènes, alpha. Et ils ont tous des xanthophiles, et ces xanthophiles ne sont pas forcément les mêmes dans un groupe à l'autre, ou d'un groupe à l'autre. Et les bilichromoprotéines sont très spécifiques des caractéristiques des algues rouges, les rhodophytes. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on trouve trois types ou trois phylums. Les rhodophytes sont les algues rouges, les chromophytes sont les algues brunes et les chlorophytes sont les algues vertes. Donc, bien sûr, ils ont des différences au niveau de leur enveloppe plastidiale. Donc, le nombre de membranes varie entre 2 et 4. Donc, on trouve chez les chromophytes, surtout l'autre groupe comme les chrysophytes, 4 membranes ou 4 enveloppes. Et au niveau des sucres de réserve, on trouve de l'amidon vrai chez les chlorophytes. Il n'y a jamais d'amidon chez les chromophytes et il y a un amidon de type fluoridien chez les algues rouges. Et on va trouver d'autres types de polyolosides desquels je vais parler lorsqu'on va
parler de l'utilité de certains algues. Donc, certains algues vont produire des carragénanes et des alginates et des agares. D'accord. Un autre caractère très important, c'est la présence de cellules mobiles, ce qu'on appelle les zooïdes. Ce sont des cellules mobiles. Alors, il n'y a jamais de cellules mobiles chez les rhodophytes et on va trouver des cellules mobiles uniquement chez les algues brunes et les algues vertes. Alors, en fonction de la structure de ces flagelles, des flagelles de ces algues, de ces cellules mobiles, en présence de leur nombre et de leur position d'insertion et de leur fonction, on va voir différents types de zoospores ou cellules mobiles. Je vais les détailler tout de suite. Donc, l'appareil sénétique, c'est-à-dire la présence de cellules mobiles ou zooïdes chez les algues, on distingue entre les groupes par le nombre de flagelles, la structure, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de flagelles lisses, on appelle aussi les flagelles raides, ou des flagelles plumeux qui ont des mastigonèmes. Et lorsqu'ils ont des mastigonèmes, ces poils ou sur les flagelles parfois ils ne sont pas sur le même côté, sur les deux côtés, mais ils sont d'un seul côté, ce qu'on appelle les flagelles pectinés. Lorsqu'ils sont sur les deux côtés, on parle de flagelles plumeux ou mastigonémates. Donc, en fonction de la présence de ces flagelles lorsqu'ils sont en position arrière, en fonction du déplacement de la cellule ou de la zooïde, on dit que la zoospore, par exemple, ici, il est basicontée. Lorsqu'ils sont en position antérieure, c'est-à-dire en avant par rapport au déplacement, il s'agit d'une zoospore basicontée. Et lorsque l'insertion de ces flagelles est latérale, on dit que la zoospore, elle est en amphicontée. D'accord. Bien sûr, pour différencier entre les flagelles lisses et les flagelles à mastigonèmes, on parle de zoospores isocontées lorsque les flagelles sont identiques. Lorsque les deux flagelles ici ne sont pas identiques, on dit les zoospores ou les cellules sont anisocontées, et là, ils sont hétérocontés par la présence d'un flagelle lisse et d'un flagelle à mastigonème. Alors, au niveau de l'organisation de l'appareil végétatif, donc les algues sont soit unicellulaires, donc formées d'un seul individu unicellulaire, et ces cellules, comme ici, l'ensemble de cellules chez Chlamydomonas et la chlorelle, ces cellules peuvent être, comme je viens de dire, mobiles ou immobiles grâce à la présence ou l'absence de flagelles. Par exemple, chez Chlamydomonas, donc ça c'est une algue unicellulaire, donc où on voit bien ici un chloroplaste et la présence de flagelles, de deux flagelles qui sont lisses ici. Par contre, chez la chlorelle, c'est des organismes unicellulaires, mais ils sont sans flagelles. Donc, je pose des questions sur cette diapositive et je vais vous laisser faire une réflexion pour répondre à cette question. Bien que là, la réponse, elle est juste après cette diapositive. Donc, les thalles ici, ou les appareils végétatifs, sont des archétales, c'est-à-dire un thale archaïque, unicellulaire, composé d'une seule cellule. Elle est pour Chlamydomonas de type monadoïde, c'est-à-dire mobile, et elle est de type cocoïde, c'est-à-dire immobile chez la chlorelle. Et l'appareil plastidial, elle est composé ou représenté par un seul plaste, et par conséquent, on parle de type archéoplastique. Alors, chez certains algues, alors, la cellule végétale, comme vous le savez, elle est caractérisée par une paroi. Et cette paroi, elle est à l'extérieur de la membrane plastique. Alors, chez certains algues, il n'y a pas de paroi, mais à la place de la paroi, on peut trouver, par exemple, ici, une bande de protéines
et qui est disposée, voilà, cette bande de protéines, elle est disposée en dessous du plasmalène et dans cette structure en hélice en dessous du plasmalène. Donc c'est ce qu'on appelle la pellicule des euglénophytes. Parfois, au lieu de cette pellicule, on peut trouver des coques, ce qu'on appelle les coques ou les frustules, sont soit de nature siliceuse ou calcaire, et ces coques ou ces frustules sont composées de deux valves, et ces deux valves sont emboîtées l'une sur l'autre. Cette structure, on la trouve chez les bacillariophytes. Donc, au lieu de trouver une pellicule ou des valves, on peut trouver des écailles de calcite, c'est-à-dire de calcium, de carbonate de calcium, ce qu'on appelle aussi les coccolithes. Alors ça, c'est les coccolithes qui sont normalement formés dans des vésicules, et ces vésicules, ils sont étroitement liés à la membrane nucléaire et ils sont expulsés à l'extérieur chez le groupe des aptophytes. Donc ces trois types d'algues, les euglénophytes, les bacillariophytes et les aptophytes, sont des algues unicellulaires et ils sont associés surtout au règne des protistes. On peut trouver également des organismes unicellulaires, mais cette fois-ci, ils vont former des colonies, c'est-à-dire un ensemble de cellules, ou ce qu'on appelle les sénodes. Il y a deux exemples ici de Volvox. Chacune ici est une cellule, et ces cellules sont associées l'une à l'autre. Et la même chose ici chez Pédiastrum. Donc c'est une colonie ou un sénode de cellules ils sont en nombre de 16. Alors ces cellules peuvent être disposées sous forme de filaments, donc former des filaments en observant au microscope. Donc vous avez des cellules ici qui sont disposées en fil, ce qu'on appelle la structure aplastique. Cette structure aplastique, on voit bien ici, chaque cellule elle est formée par des bandes de plaste en ruban. Donc, toutes ces algues sont donc soit des algues unicellulaires, soit coloniales, et représentent des prototales. Alors, en plus des archétales, on va trouver des prototales et non des protales. Ces protales sont constitués de filaments dressés et de filaments prostrés et rampants sur la figure D, et ils peuvent évoluer en prototales érectés ou dressés, en prototales rampants, c'est-à-dire composés uniquement de filaments à développement horizontal. Ici, le développement de filaments est vertical. Et parfois, la partie dressée peut ne pas présenter de ramification. Donc, le prototale, c'est un appareil végétatif composé à la fois de filaments dressés et prostrés. Il est complet. Quand il est complet, c'est-à-dire formé de deux types de filaments, il est hétérotriche. Quand il est formé uniquement de filaments rampants, il s'agit de prototale rampant. Quand il est formé uniquement d'axes dressés, il s'agit de prototale dressé ou érect. Parfois, donc comme vous pouvez voir sur la figure G, A, G ou H, donc ce prototale a une cellule basale et ce prototale dressé peut être réduit à l'état unicellulaire lorsque cette cellule est fixée. Troisième type d'appareil végétatif qu'on trouve chez les algues sont les cladotales. Ces cladotales sont soit de type uniaxial, soit ils sont de type multi-axial. Alors, un cladotale, il est composé d'un axe, donc, qui peut être uni ou multi-axial, et des ramifications
Alors l'axe a théoriquement une croissance indéfinie et des ramifications qui ont une croissance limitée, ce qu'on appelle les pleurides. D'accord? Alors, concernant les filaments qui composent les algues, on peut trouver des filaments de type siphonné, c'est-à-dire une structure cénocétique sans cloison, ou des filaments intermédiaires dits hémisiphonnés, avec des articles de grande taille et sont plurinucléés. En réalité, il s'agit ici de faux articles. Donc ça, c'est la structure hémisiphonnée qu'on trouve par exemple chez le Cladophora. Et on va voir plus tard des filaments cloisonnés, composés d'articles et de cloisons, avec une structure qui peut être aplastique, comme chez la spirogyre, lorsque les cellules sont disposées en fil. Lorsque les cellules ou les articles sont disposés sur un seul filament, on dit que la structure est aplastique, mais la structure aplastique peut évoluer en structure polyistique de ce type, donnant des aspects de thalles en lame, comme ici, avec une structure de fixation à la base, donc un disque ici ou une région basale plus dure, une lame foliacée végétative, donc représentant l'appareil végétatif ou représentant la partie dressée de l'appareil végétatif avec un bord ondu. Alors si on fait une coupe où on observe directement cette lame, on voit ici un ensemble de cellules avec des plastes de type pariétaux, et en coupe transversale, on a deux couches de cellules. On dit que la lame ici foliacée, la lame vulva, elle est bistromatique, composée de deux couches de cellules. Donc vous avez deux couches emboîtées l'une sur l'autre. Et donc ici l'appareil végétatif, c'est un prototal dressé, avec la partie rampante qui est réduite à ce disque de fixation. La structure, il est polyistique, de type parenchymateux, et la couche, et cette structure polyistique, elle est composée par deux couches de cellules, l'une sur l'autre. Alors, au lieu d'avoir un aspect d'un appareil végétatif en lame, on peut observer des espèces avec une forme en entonnoir. Avec toujours ici la structure polyistique, et dans chaque cellule, il y a un seul. La structure peut être plus complexe. On peut trouver donc des algues sous forme de filaments ou d'arbuscules, et en observant au microscope, on va voir ici des axes et des ramifications. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces axes? Donc déjà, vous avez ici chez Stipocolon une algue brune, une chromophyte. Donc là, un aspect général du thalle en arbuscule, sous forme de petits arbuscules. Et au niveau microscopique, on va voir au sommet des filaments des cellules initiales. Ces cellules initiales ou spacelles dans ce cas sont responsables, comme j'ai déjà dit, de la croissance en longueur. Vous avez ici une spacelle. La division de cette cellule initiale va engendrer des cellules sous-jacentes. Cette structure ici, elle est en haut, elle est aplastique, et elle est, en s'éloignant de l'apex, la structure ici, elle est polyistique, c'est-à-dire formée par les juxtapositions de plusieurs cellules. Et donc la partie du thalle ici, il montre une structure polyistique. Alors les rameaux ici sont des rameaux sans cellules initiales, ce qui veut dire qu'il s'agit de rameaux à croissance limitée. Et par conséquent, on a des rameaux vers le haut qui ont un apex obtus, avec la présence d'une spacelle, c'est-à-dire des rameaux à croissance active, à croissance continue, et en bas des rameaux à apex aigu, mais dans lequel
hein, on ne voit pas, on n'observe pas de cellules initiales et par conséquent, hein, là, c'est des rameaux à croissance limitée et on peut interpréter ce tal comme un tal à cladon ou un cladotal. Donc, la présence d'une cellule initiale au sommet montre que la croissance elle est localisée et apicale. Alors, quand vous avez tous les rameaux avec pourvus de cellules initiales, hein, ceci est interprété par le tal ou l'appareil végétatif est interprété comme un prototal. Et lorsqu'on observe des rameaux sans cellules initiales, le rameau il est interprété comme une pleuridie, c'est-à-dire sans croissance, avec une croissance limitée. Et par conséquent, hein, l'appareil végétatif il est défini comme un cladotal. Alors, au niveau de l'organisation plastidiale, donc, on va trouver trois types d'organisation. La structure archéoplastidiée, la structure mésoplastidiée et la structure néoplastidiée. Lorsque les plastes sont, alors les plastes, d'abord, sont soit en position focale, c'est-à-dire centrale, soit ils sont en position pariétale ici. Alors, ici, le plaste il est en position pariétale, centrale, pardon, et ici, le plaste il est en position pariétale. Alors, lorsqu'il y a un nombre limité de plastes, 1, 2, et ce plaste il est volumineux, on dit que la structure elle est archéoplastique. Lorsque le nombre de plastes est élevé, ces plastes sont réduits en taille, ils peuvent être liés ou insérés en réseau dans la structure mésoplastidiée. Donc, vous avez ici des plastes réticulés, soit ils sont libres au niveau d'un cytoplasme, au niveau des filaments, et on dit que la structure, elle est néoplastique. Les plastes, lorsqu'ils sont nombreux, sont de petite taille. Ils sont soit réticulés, et dans ce cas, c'est l'appareil plastidial mésoplastidié, soit ils sont ici libres, et ils sont donc néoplastidiés. Et chaque fois, on va trouver des formes de cristaux à l'intérieur des plastes qu'on appelle les périnoïdes. Alors, concernant cette partie, l'importance et l'utilisation des algues, donc, cette importance, donc, elle est observée à plusieurs niveaux. Donc, quel est le rôle écologique des algues? L'aspect, leur position au niveau de la chaîne alimentaire comme premier producteur de la matière organique grâce à la photosynthèse, leur importance en alimentation en agriculture. Donc, il y a des algues qui sont comestibles, qui sont utilisées en alimentation comme la spiruline, des algues utilisées pour la fixation d'azote, les algues utilisées en industrie alimentaire pour la production de bêta-carotène, de carragénane, des agaves, hein, ce que vous trouvez dans le commerce sous l'abréviation ou l'indication E407 et E406. Et il y a d'autres produits cosmétiques, pharmaceutiques, la fabrication d'insecticides, la production de biocarburants, des fertilisants naturels et leur intérêt au niveau de la recherche scientifique. Comme grâce à leur activité biologique et comme à leur activité antivirale, antifongique, antitumorale, etc. Et comme antioxydant également. Alors les algues également ont un effet nuisible, hein, et on trouve des espèces invasives comme l'espèce Colerpa, des espèces responsables de la marée verte et des espèces qui provoquent des pathologies. Donc pour plus de détails, et pour faute de temps, hein, je vous envoie donc aux ressources pédagogiques qui seront téléchargées, déposées au niveau de la plateforme modèle de la faculté des sciences. Alors l'autre groupe qui forme les thalophytes sont les champignons. Sont inclus
parmi les champignons tous les organismes qui présentent les caractères suivants. Un matériel génétique limité par une membrane, c'est-à-dire les cellules eucaryotes, qui sont pourvus d'une paroi, absence de chloroplastes, des organismes chimiotrophes ou hétérotrophes, et dans ce cas, l'absorption va se faire par toute la surface, et la digestion, elle est d'abord externe, et ensuite les champignons vont ingérer tous les substrats digérés et catalysés au niveau du milieu extérieur. Par conséquent, comme ils sont des organismes dépourvus de chloroplastes, chimiotrophes ou hétérotrophes, ils vont se comporter, donc ils vont adopter un mode de vie soit saprophyte, c'est-à-dire ils vont vivre sur la matière organique morte, soit vivre sur de la matière organique vivante et agir comme parasite, soit entrer en symbiose et vivre avec un autre organisme sans lui faire de mal. Donc, les champignons, soit ils sont unicellulaires, soit, et la plupart, ils sont organisés en filaments qu'on appelle les hyphes, qui peuvent se ramifier. Ces hyphes ont une croissance le plus souvent apicale, et l'ensemble de ces hyphes va produire ce qu'on appelle le mycélium, d'où le nom de mycète. Donc, on parle de champignons ou de mycètes parce qu'ils produisent un mycélium qui est un ensemble de filaments ou de hyphes. Et ils se reproduisent de façon asexuée et ou asexuée. Donc, les hyphes adoptent une croissance, on dit, apicale pour édifier un organisme à front de croissance apicale, et les anastomoses vont assurer la conservation de l'entité organique de l'individu. Alors, les organismes unicellulaires ou ce qu'on appelle les levures, ils peuvent parfois, par exception, former un pseudo-mycélium. Ces pseudo-mycéliums se présentent sous forme de cellules allongées ayant une croissance tubulaire, et ils sont attachés les uns aux autres au niveau des étranglements, sans bourgeonnement, sans cloisonnement, pardon. Donc ça, c'est les organismes unicellulaires qui se multiplient par bourgeonnement. Ce sont des levures, et ils peuvent former, comme j'ai dit, des pseudo-filaments, des pseudo-mycéliums, et ces pseudo-mycéliums sont séparés les uns des autres par des étranglements sans cloison. Donc le filament, l'apex, donc au niveau du filament, le siège de la croissance est l'apex, et il y a un déplacement, un flux d'organites en général, et de cytoplasme des zones âgées vers des zones jeunes, ce qu'on appelle le flux cytoplasmique. Alors, pour la croissance, alors, généralement, il y a cet aspect de croissance radiale, et qui permet donc l'allongement, l'élongation du filament. Cette croissance se fait dans toutes les directions, d'accord, et les ramifications, chaque filament, il peut se ramifier avec un autotropisme négatif, c'est-à-dire en s'éloignant de l'axe principal. Donc, le siège de la croissance, c'est cette zone apicale où la paroi, ici, elle est en formation et elle est plastique. Ensuite, en s'éloignant de cet apex, la paroi elle est plus rigide et consolidée. Et il y a toujours un flux cytoplasmique, donc dans le sens zone âgée vers la zone jeune. En s'éloignant de l'apex, donc, il y a émission de rameaux ici, avec comme j'ai dit, un autotropisme négatif. Bien sûr, lorsque
la colonie, lorsque l'ensemble de filaments sont formés, hein, donc les parties jeunes, les parties apicales sont jeunes et les parties âgées se trouvent vers le centre. Et pour conserver cette entité de l'individu, les filaments vont s'anastomoser entre eux, d'accord, pour conserver ce cadre pariétal squelettique. Donc, ces anastomoses vont assurer un transport très rapide de nutriments pour faciliter la sporulation. Là, le phénomène d'anastomose, par opposition au phénomène de ramification, a un autotropisme positif, parce que les filaments vont l'un vers l'autre, hein, et ceci permet aussi des recombinaisons génétiques du matériel génétique pour permettre donc la viabilité de l'espèce, et cette recombinaison elle est de type asexué, ce qui va permettre le maintien de la croissance versus ce qu'on appelle la sénescence ou la mort cellulaire. Donc ces filaments sont soit siphonnés, comme chez les algues, soit cloisonnés, et les cloisons vont séparer les filaments, hein. Donc ils sont soit sans cloison, comme chez les chytridiomycètes et les zygomycètes, soit séparés par des cloisons, des septomes, hein, chez les ascomycètes et les basidiomycètes. Donc ici, vous observez des filaments siphonnés, dépourvus de cloison, ce qu'on appelle aussi des filaments cénocétiques, et le cytoplasme à l'intérieur, dont le cytoplasme cohabite plusieurs noyaux. Concernant les hyphes cloisonnés, ils sont séparés par des septa, hein, en latin, hein, c'est le singulier du septum, hein, et ils vont diviser, séparer le filament en articles. Les pores, donc, permettent la communication, les pores ici vont permettre la communication entre les articles ou les cellules. Ces cloisons peuvent avoir un, voire plusieurs pores ou micro. Donc ces pores sont parfois bouchés par ce qu'on appelle ici des corps de Voron. Donc ici vous avez deux cellules juxtaposées avec des cloisons ou septum et le pore central bouché par les corps de Voron. Cette structure de base sous forme de filaments siphonnés ou cloisonnés peut subir des modifications et engendrer des vésicules qui peuvent être solitaires ou en chaîne, engendrer également des racines. Donc là, à l'opposé des plantes supérieures, donc on a des rhizoïdes et non pas des racines, et parfois les filaments prennent cet aspect en spirale. Les filaments également peuvent former ce qu'on appelle des chlamydospores. Ce sont des spores végétatives à parois épaisses et qui se forment par déshydratation, c'est-à-dire par perte d'eau et par accumulation de réserves. Et ils sont formés, ces chlamydospores, sont formés soit de manière solitaire, donc on peut trouver une par une, ou on peut les trouver en masse ou en groupe. Et dans ce cas, lorsqu'ils sont groupés, le regroupement peut être en amas, c'est-à-dire en masse, un amas de chlamydospores, ou ils sont en chaîne. On peut trouver également en conditions de détresse et en conditions défavorables, lorsque le milieu est défavorable, et comme forme de survie, le champignon peut développer ce qu'on appelle ici des sclérotes. C'est une masse noirâtre, et en faisant des coupes, on va localiser des hyphes à parois cellulaires mélanisées, c'est-à-dire de couleur noire, et au centre une moelle. Vous avez la coupe ici, donc la coupe
d'un sclérote forment des cellules à parois épaisses ici, mélanisées et noirâtres, des ifs formant le cortex, cette partie c'est le cortex, qui sont chargés de réserve, et vers le centre, les ifs ménageant de l'espace pour la respiration au niveau de la moelle. Donc il y a 3 compartiments, le cortex, avec une partie mélanisée, des ifs chargés de réserve et des ifs ménageant de l'espace pour la respiration au niveau de la moelle. Également, les filaments, parfois, peuvent s'associer et développer des rhizomorphes en s'agrégeant et en se regroupant de manière parallèle. Alors, les ifs externes vont constituer ce qu'on appelle aussi le cortex. De la même manière que pour les sclérotes, ces ifs externes ont une paroi épaisse et mélanisée, ce qui leur donne cette couleur noirâtre, et les ifs internes ont un rôle nourricier et de transport, de transduction et de transport des nutriments. Alors là, le schéma en coupe, donc les rhizomorphes formés, constitués de filaments accolés les uns aux autres de manière parallèle, avec une zone apicale responsable de la croissance et de l'élongation des rhizomorphes, et ces ifs sont les ifs externes forment la couche de protection, la couche protectrice, et les ifs centraux ont un rôle nourricier. Alors, concernant l'utilisation et la nuisance des champignons, donc ils ont cet aspect double, donc ils ont un effet utile, donc ils peuvent être utiles comme ils peuvent être nuisibles. Donc, on a des champignons comestibles, et en même temps, parmi ces champignons comestibles, il y a des champignons toxiques. Il y a des champignons comme les levures qui servent à la production du pain, à la panification et à la production d'alcool. Certains sont utilisés en industrie pharmaceutique pour la production d'antibiotiques comme la pénicilline. Certains aussi sont utilisés pour la production d'agents de conservation tels que les acides citriques ou sont utilisés pour la production de vitamines et de phytohormones. Et également pour la production de substances qui vont donner de l'arôme à certains aliments. Alors concernant la nuisance, donc on a certains champignons, certains carpophores sont toxiques, donc ils peuvent provoquer des intoxications, et des moisissures peuvent provoquer également de l'altération des qualités organoleptiques, surtout les fruits, les légumes, les céréales. Donc quand vous avez des aliments conservés à la maison ou dans des hangars, ils peuvent être moisis grâce à cause de ces champignons, ces moisissures. Et donc certains vont produire des toxines très dangereuses comme les aspergillus et le pénicilline, donc ce qu'on appelle les aflatoxines. Donc ensuite, il y a l'aspect de la reproduction. Donc, que ce soit les algues et les champignons, ils peuvent se reproduire par voie asexuée, c'est-à-dire sans faire appel au phénomène de méiose et de fécondation. Dans ce cas, l'organisme est capable d'assurer sa descendance par des phénomènes sans faire intervenir ni organes ni cellules sexuelles, et le génotype est constant d'une génération à la suivante. Alors les organismes obtenus chaque fois sont génétiquement identiques entre eux et à l'individu souche qui est d'origine. Donc si l'individu de départ, l'individu mère, est à 2 chromosome, cette multiplication végétative va engendrer des clones à 2 chromosomes, et de même pour les individus à N chromosomes. Ensuite,
il y a la bipartition. Donc, alors, la multiplication végétative, il peut se faire par bipartition, par bourgeonnement, par production de propagules ou par formation de stolons chez les algues. Alors, concernant la bipartition, il concerne surtout les algues unicellulaires, comme les eugléens Cosmarium spirogyre, Donc, à partir d'une cellule mère, la bipartition, il y a dédoublage du matériel génétique qui passe à la cellule fille, donc, et formation de cellules filles identiques à la cellule mère. Alors, concernant le bourgeonnement, on l'observe chez Wallonia spéciés. Les stolons, on les observe chez Colerpa prolifera. Vous voyez, donc c'est des axes horizontaux à développement horizontal, et ces axes vont engendrer à des niveaux le même individu d'origine. Chez les spacellariales, les Sphacellaria tribuloides, donc ils produisent ce qu'on appelle des propagules, et ces propagules donc spécialisés vont engendrer le même type de thalles ou d'appareil végétatif. Mais cette reproduction asexuée n'est efficace que lorsqu'il y a une formation de cellules spécialisées ou de spores. C'est quoi une spore? Et nommé spore, tout élément de dissémination et de conservation. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'un élément de dissémination, de propagation et en même temps de conservation, sans préjuger ni de son origine ni de sa constitution. Alors ces spores sont soit unicellulaires, formés dans des sporocystes à partir d'une cellule mère ou une cellule génératrice qu'on appelle aussi une cellule conidiogène chez les champignons, ou formés directement du filament sans cellule ou sans organe intermédiaire. Ces cellules végétatives différenciées à partir d'une partie de l'appareil végétatif, c'est-à-dire partiellement, il y a uniquement une partie de l'appareil végétatif qui va se différencier en organe de reproduction, soit c'est la totalité de l'appareil végétatif qui va engendrer l'appareil reproducteur. Donc la transformation, elle est soit partielle, dans ce cas on parle eucarpie, soit la transformation elle est à 100%, c'est-à-dire tout le thalle végétatif va se transformer en thalle reproducteur, et on parle d'holocarpie. Les spores assurant la reproduction asexuée, comme on l'a déjà vu, peuvent être mobiles de type zoospore ou sans flagelle et immobiles sous forme d'un planospore. Et ces spores sont des mythospores, c'est-à-dire des spores avec une étiquette de spores issus par des activités mitotiques. Et par conséquent, ils sont soit haploïdes, soit diploïdes, en fonction de l'individu qui leur a donné naissance. Donc, le sporocyste, à partir d'une cellule mère, la cellule mère se différencie en sporocyste après plusieurs mitoses et libère des zoospores mobiles grâce à deux flagelles, lisses. Où la cellule mère se transforme en sporocyste et libère des spores immobiles sans flagelle. Chez les champignons, cette multiplication asexuée se fait également par des mitoses pour engendrer des mythospores, et il adopte deux modes, un mode endogène avec une production de spores internes et un mode exogène avec production de spores externes. Cette reproduction asexuée, il met en jeu des cellules spécialisées, des cellules mères au niveau du sporocyste pour engendrer des endospores, pour le mode endogène, et des cellules conidiogènes pour engendrer des blastoconidies ou des phyalides pour engendrer des phyaloconidies par le mode exogène, et la production de
spore peut se faire sans organe spécialisé, sans organe intermédiaire, directement du filament, pour engendrer des oïdies et des arthroconides. Donc là, vous avez un schéma, une diapo montrant des sporocystes avec des spores endogènes internes. Et chez Aspergillus, vous avez un filament ici, porte une vésicule à l'extérieur de laquelle des hyalides vont produire des spores libérés à l'extérieur. En détail ici, sur cette photo au microscope électronique à balayage, on voit des conidis ou des hyaloconidis externes en chaîne, disposés en chaîne. Ils sont produits par des hyalides, qui est une cellule conidiogène en forme de fiole, et cet appareil sporifère, il est porté par une métule, c'est-à-dire un fragment du filament végétatif. Donc, la reproduction sexuée est une modalité qui met en jeu, cette fois-ci, des génotypes différents, et le cycle sexué marqué par la succession de deux événements biologiques complémentaires, la méiose et la fécondation. Donc, il y a, à partir d'un individu à deuxième, il y a la réduction chromatique avec une division réductionnelle et une division équationnelle, la production de gamètes ou de cellules qui ont cette aptitude de gamètes, qui ne sont pas forcément différenciés en gamètes, mais qui vont se comporter en tant que gamètes, et la fusion entre ces cellules aux gamètes, la fécondation, va conduire à la formation d'un zygote. Ces modalités de fécondation sont très diversifiées. Si les gamètes sont mobiles, on parle de planogamie, et si les gamètes sont de même taille ou de différentes tailles, donc on va parler de planogamie isogame. Isogame, c'est-à-dire que les gamètes sont mobiles, morphologiquement et physiologiquement identiques, et la planogamie est anisogame quand la fécondation met en jeu des gamètes mobiles, mais morphologiquement et ou physiologiquement différents. Quand uniquement un gamète mâle petit et mobile et le gamète femelle de grande taille et immobile, on parle d'une oogamie. Et lorsqu'il y a formation d'un pont ou d'un tube de conjugaison entre deux filaments, sans libération de gamètes, on parle d'une cystogamie, c'est-à-dire une gamie entre les gamétocystes. Donc, ce schéma montre la planogamie isogame, la planogamie inisogame B, C et D, l'oogamie pour la figure E, et un autre mode de fécondation, la trichogamie, qui caractérise à la fois les ascomycètes et les rhodophycées, et la trichogamie avec la présence ce qu'on appelle ici un carpogone et un filament ou un poil qui prolonge ce carpogone, représentant le gamète femelle, et la spermatie est une cellule immobile et le gamète mâle immobile chez les rhodophyces. La trichogamie est une aplanogamie. Le gamète femelle reste dans le gamétophyte. Il émet un poil, le trichogyne, et la spermatie produite par le gamétophyte, l'individu mâle, donc il est capté par ce trichogyne. Alors, quand on parle de fécondation, de méiose, de reproduction sexuée, de reproduction asexuée, automatiquement, il faut mettre en place la notion de génération morphologique et la notion de phase cytologique. Alors, la génération morphologique, c'est toute étape
du cycle d'un organisme, débutant par la structure de reproduction, c'est-à-dire la méiospore, le zygote ou le gamète, et qui vont aboutir après une certaine activité plus ou moins marquée à la production de nouvelles cellules de reproduction identiques ou différentes à celles qui ont donné la génération de départ. Par conséquent, une génération est tout organisme ou organe, c'est-à-dire groupe de cellules, ou même une cellule douée d'une activité mitotique et biologique. Et pour chaque génération, on va préciser son état nucléaire, c'est-à-dire est-ce qu'il est à un chromosome ou il est diploïde à 2 chromosomes. Par conséquent, différents types de cycles vont être obtenus chez les algues et les champignons. Avec un cycle monogénétique, c'est-à-dire à une seule génération, haploïde représenté par le gamétophyte ou diploïde représenté par le sporophyte, comme sur cette diapositive. Il y a un cycle monogénétique avec le gamétophyte qui produit les gamètes. Là, après la fécondation, on obtient des zygotes et le zygote subit la méiose pour engendrer des méiospores, pour engendrer le gamète. Parfois, au lieu du gamétophyte, on va trouver un sporophyte qui est indiqué ici de manière erronée par ses auteurs comme gamétophyte. Alors, à la place, je mettrai le sporophyte à 2 chromosomes et qui subit la méiose pour donner des gamètes, et ces gamètes vont fusionner pour donner le zygote. En réalité, le sporophyte ici diploïde porte un gamétophyte réduit au gamétocyste, dans lequel, au niveau de ce gamétophyte, s'effectue la réduction chromatique et engendre les gamètes. Autrement, les cycles peuvent être digénétiques avec une alternance de 2 générations, le gamétophyte et le sporophyte. Le gamétophyte produit les gamètes et le sporophyte, dans ce cas, il produit des spores. Et ces spores sont des spores sexués. Et ces spores sont haploïdes, issus de la méiose, par conséquent sont des méiospores, et chaque méiospore va engendrer un gamétophyte. Donc un cycle à 2 générations, avec alternance de 2 générations, le gamétophyte à 1 chromosome et le sporophyte à 2 chromosomes. Bien sûr, il y a plusieurs cas. Donc un individu peut être mâle et femelle, ou un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Et ces spores ici sont des spores sexués et des spores c'est des méiospores ou des spores de passage qui permettent le passage entre le sporophyte et le gamétophyte. Alors chez les basidiomycètes, c'est un cas particulier d'un cycle digénétique avec, au lieu de la diplophase, la diplophase elle est remplacée par la dicaryophase. Alors chez les basidiomycètes, on va trouver un autre type de fécondation que je n'ai pas cité, c'est la péritogamie. Il s'agit d'une fécondation entre 2 articles indifférenciés. Et il y a échange nucléaire entre ces articles et la fécondation se fait par plasmogamie, c'est-à-dire une union de cytoplasme, une fusion de cytoplasme sans fusion nucléaire. Les hyphes vont se propager, les noyaux vont migrer par mitose pour atteindre la cellule apicale, et lorsqu'il va atteindre la cellule apicale, il va adopter un mode de division particulier qu'on appelle des divisions par les onces d'anastomose ou les dongeages. Et il va, dans ce cas,
le champignon basidiomycète va développer des filaments dikaryotiques, donjardiens ou sexuels. Voyez. Donc ici, la fécondation est réalisée entre deux articles indifférenciés, sont génétiquement différents, avec le signe plus et moins, et ils se forment des filaments adicarions, c'est-à-dire, ici, il n'y a pas de karyogamie, il y a uniquement la plasmogamie sans fusion nucléaire, et ce sont ces filaments qui vont constituer le champignon, les carpophores classiques que vous connaissez. La karyogamie, c'est au niveau de ces lamelles que va s'effectuer au niveau cytologique la karyogamie au niveau de ces basides. Et un noyau noir et un noyau clair, ils vont fusionner et c'est à ce moment qu'on a la karyogamie. Entre-temps, la plasmogamie effectuée ici et la karyogamie effectuée au niveau de la baside sont déplacées dans le temps et l'espace. Et cette fusion, elle est suivie ensuite par la production de basidiospores. Ces basidiospores sont haploïdes, ce sont des spores, ce sont des méiospores, des spores de passage, et ce sont ces spores qui vont donner, s'ils sont noirs ici ou clairs, ils vont donner les filaments clairs ici, avec les points clairs, et s'ils sont négatifs, ils vont donner des filaments avec le noyau plein. Donc un cycle dégénétique haplodicaryogramme. Comment la dicaryophase est maintenue stable à travers le développement des filaments? C'est grâce à ce phénomène de Donjardi. Donc, lorsqu'il y a une fécondation par péritogamie et lorsque les deux noyaux complémentaires se trouvent vers l'apex, ils vont se diviser de manière synchrone sur des plans différents, un sur ce crochet, le noyau noir ici plein sur le crochet ici, et le noyau qui est en clair ici va se diviser le long de l'axe. Et ensuite, il y a un cloisonnement ici et ici pour séparer ces deux noyaux noirs, il y a un cloisonnement qui est effectué ici, et pour séparer les deux noyaux clairs, un cloisonnement est effectué ici. Et il se forme cette boucle d'anastomose ou ce crochet qui permet en réalité à ce noyau qui se trouve dans le crochet seul de rejoindre le noyau clair dans la cellule sous-jacente. Il y a formation de cette boucle d'anastomose ou boucle de conjugaison qui caractérise la phase dikaryotique. Donc la karyogamie a lieu dans la cellule apicale au niveau de la baside où se déroule la méiose, et les 4 méiospores formés sont expulsés à l'extérieur et ils sont portés par des stérigmates. Donc les filaments dikaryotiques, les filaments monokaryotiques ou haploïdes formant le mycélium primaire s'unissent par péritogamie. Il y a d'abord la plasmogamie sans fusion nucléaire, formation de filaments dikaryotiques qui vont constituer le champignon avec son pied et son chapeau. Et au niveau de la baside, il y a la karyogamie, c'est-à-dire la fusion nucléaire, la réduction chromatique, la méiose, et les spores sont expulsés à l'extérieur. Ils sont portés par ces diverticules qu'on appelle les stérigmates. Pour le cas des ascomycètes, donc ils vont produire des ascospores, et la fécondation, elle est du même type que chez les algues rouges, qui est la trichogamie. Alors, à la place du carpogone, on a chez les ascomycètes des ascogones. La spermatie, elle est captée par le poil de l'ascogone et il développe ensuite des filaments dikaryotiques parce qu'il y a également une plasmogamie sans karyogamie. La karyogamie aura lieu dans la cellule apicale et la méiose aboutira et une mitose supplémentaire engendrera 8 méiospores ou ascospores. Donc le cycle chez les ascomycètes est de type trigénétique avec alternance de 3 générations. Le gamétophyte haploïde qui produit les gamètes, c'est-à-dire l'ascogone et la spermatie, va engendrer une vésicule plurinucléée à la fois avec des noyaux
du gamète mâle et des noyaux du gamète femelle. Ce sporophyte, avec un couple de noyaux, en réalité, va produire des filaments dikaryotiques. Ces filaments dikaryotiques forment la génération du sporophyte diploïde. Sur ce schéma, on explique mieux le passage donc après la fécondation, par ce crochet de conjugaison entre le mâle et le gamète femelle, la scogone, et l'entéridie dans ce cas, la formation de cette vésicule qui représente, constituée d'un mélange de noyaux clairs et de noyaux noirs, c'est cette phase ici, le sporophyte 1, et ensuite il y a le sporophyte 2, qui est composé de filaments dikaryotiques, et ce filament dikaryotique vont donc vont être à la fin ici, au niveau de cette cellule apicale, il y a la karyogamie. Ces filaments dikaryotiques, je rappelle, comme chez les basidiomycètes, vont s'allonger par les phénomènes de boucle d'anastomose, donc vont se multiplier, les deux noyaux vont se multiplier de manière simultanée et synchrone, à la manière des boucles d'anastomose, et c'est au niveau de la cellule apicale que aura lieu la karyogamie, la méiose et une mitose supplémentaire pour former au niveau de l'asque, cette fois-ci, des ascospores. À la différence des basidiomycètes, on a ici 8 ascospores internes. Ces ascospores sont incluses à l'intérieur d'un méiosporocyste qui est l'asque. Chez les basidiomycètes, on a 4 basidiospores externes portés par une baside qui est le méiosporocyste. Et ces agrégats de filaments, que ce soit dikaryotiques chez les basidiomycètes et ces agrégats de filaments dikaryotiques chez les ascomycètes, ils sont, alors ici, chez les ascomycètes, à la différence des basidiomycètes, l'ascocarpe ici, cette fructification ascomycète, ascocarpe veut dire une fructification ascomycète, elle est constituée de filaments monokaryotiques résultant ou provenant des deux gamétophytes, ce gamétophyte plus et ce gamétophyte moins. Donc, et on a ce type d'organisation qu'on appelle des périthèses, des fructifications ascomycètes en forme de bouteille. Ces ascocarpes protègent à l'intérieur des asques et des ascospores qui sont en chaîne au nombre de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 ascospores par asque.